Je m'appelle Maurice Vien, j'ai 4 ans et ma mère ne le sait pas. Mais ce jour-là, c'est la dernière fois qu'elle me verra, me parlera et me serrera dans ses bras. Le lendemain d'Halloween 1984, je me trouvais au mauvais endroit, au mauvais moment. Bienvenue pour un nouvel épisode, Silence, on cherche. Maurice Vien sort de l'école et avant de retrouver sa mère Francine, il décide avec son ami Emmanuel d'aller au parc et avant ça, ils décident tous les deux d'aller chercher des bonbons au dépanneur. Le dépanneur, c'est comme notre épicier à nous en fait. Emmanuel arrive en trombe chez lui et dit à sa mère que Maurice est monté dans une voiture. La mère d'Emmanuel appelle aussitôt Francine pour l'avertir de ce qui vient de se passer. Après ce témoignage, les policiers arrivent immédiatement pour commencer les recherches et se mettent à fouiller toutes les maisons aux alentours, les jardins, les arrière-cours, les cabanons. Ils fouillent tout afin de retrouver Maurice le plus rapidement possible, car ils le savent, les 24 premières heures sont les plus cruciales. Mais malheureusement, au bout de 3 jours, Maurice Vien n'est toujours pas retrouvé. Mais ce jour-là, un cycliste qui roulait au bord de la route Saint-Jean retrouve le manteau de Maurice Vien. Suite à cette découverte, un déploiement de 40 voitures de police sera fait et il y aura plus de 3000 bénévoles pour essayer de trouver d'autres indices et donc tenter de retrouver Maurice en vie, on l'espère. Ces investigations ne donneront pas grand-chose malgré toutes les fouilles qui ont été faites, les granges, les champs, les jardins, les maisons, tous les endroits possibles et inimaginables sont fouillés, malheureusement sans grand résultat, jusqu'à ce que 2 personnes apparaissent dans cette affaire. Ces 2 personnes sont inattendues et, je vous l'avoue, pas très courant dans ce genre d'histoire, dans ce genre de recherche. Ces 2 personnes qui apparaissent dans l'histoire sont, on peut le dire, complètement inattendues. Dans les affaires de disparition, de meurtre, souvent ils sont appelés, mais rarement mis en avant. Donc ces 2 personnes sont un médium et un hypnothérapeute. Le médium a contacté donc la police afin de donner les informations qu'il a vues dans des visions, des images qu'il a reçues. Le policier en charge de l'enquête, évidemment, n'y croit pas beaucoup, mais décide tout de même d'appeler le médium pour savoir ce qu'il en pense, ce qu'il a vu et ce qu'il pourrait donner comme information pour faire avancer l'enquête. Ce contact qui a été pris avec le médium, c'est les parents qui lui ont demandé, complètement désespérés, voulant retrouver leur enfant. Je pense que quand on est parent, on est prêt à tout pour retrouver son enfant. Donc ça m'étonne pas du tout qu'ils aient accepté de payer le médium en sachant que la police n'a pas le droit de payer un médium avec le budget de l'État. Le médium sera mis sous hypnose par l'hypnothérapeute afin de pouvoir baisser toutes ces barrières et être sûr qu'il n'a pas de lien réel avec l'affaire. Et surtout, le médium et l'hypnothérapeute ont demandé d'être anonymes. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce fameux médium donnera des informations très précises. Il dira que le jeune Maurice se trouve dans une maison au milieu d'un champ et que malheureusement, il est décédé suite à de nombreuses violences physiques. Il donnera aussi une information très particulière. Il dira que l'endroit où se trouve donc le corps de Maurice a une odeur nauséabonde, comme si c'était un vide sanitaire. Le 3 novembre 1984, les policiers se rendent dans cette fameuse maison décrite par le médium et ils retrouvent le jeune garçon sous une trappe dans un vide sanitaire. Je vous mets la photo juste ici, vous allez voir, c'est quand même horrible. Le corps de Maurice Vien sera autopsié par des personnes médico-légales et ils diront que les blessures subies ont été un déchaînement de violence,
Sa mort a été à la suite d'un violent coup porté à la tête avec des objets contondants. Mais ils ne pourront pas dire si le jeune Maurice a été victime de violences sexuelles. Ils retrouveront également dans ses affaires 2 sachets de bonbons d'Halloween. Emmanuel, l'ami de Maurice, sera interrogé car c'est le seul à avoir vu la voiture et potentiellement la plaque d'immatriculation. Contrairement à ce que les enquêteurs et les médias ont pu relayer, Emmanuel dira que les bonbons n'ont rien à voir dans cette histoire. Il racontera qu'après avoir été au parc, ils ont fait du stop pour rigoler, pour s'amuser tous les deux et lorsque Emmanuel a vu une voiture pilée, il s'est enfui en courant, alors que Maurice, lui, est rentré dans la voiture. Lorsqu'Emmanuel courait pour rentrer chez lui, il s'est retourné pour voir si Maurice le suivait, mais il s'est rendu compte que Maurice avait disparu. Il y a un jeune homme de 14 ans qui a été témoin de tout ça et qui a été très affecté par toute cette histoire. Ce garçon s'appelle Stéphane Parent, qui lorsqu'il rentrait de l'école, à l'âge de 14 ans, voit le déploiement de policiers devant la maison de Maurice Vien. Stéphane, très impacté par ce qui s'est passé pour Maurice Vien, fera un documentaire qui s'appellera Novembre 84. Je vous conseille d'aller le voir, il est quand même assez complet. Stéphane assistera aux funérailles de Maurice Vien. Et le lendemain de cet obsèque, le petit garçon de 14 ans fera une petite croix avec la photo de Maurice pour la porter à sa mère afin qu'elle le mette sur la tombe. Bon, cette croix était de très mauvaise qualité. Francine a refait une croix de meilleure qualité et a convié Stéphane pour la mettre sur la tombe de son enfant. Bon, cette affaire, sans surprise, a traumatisé les Québécois. Et d'ailleurs, ils disent que cette affaire leur fait penser au bonhomme 7 heures qui est une légende québécoise. Je vous ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière pour que vous puissiez comprendre pourquoi ils ont pensé à cette histoire. D'ailleurs, c'est grâce aux recherches que j'ai fait pour traiter ce sujet que j'ai découvert cette légende. Donc les investigations, évidemment, ont commencé pour essayer de trouver le tueur et trouver des suspects qui pourraient être liés à cette affaire. Étant donné que le corps de Maurice a été retrouvé dans une maison complètement abandonnée au milieu d'un champ, ils se disent que forcément la personne qui a fait cet horrible crime est quelqu'un qui connaît les environs et savait que la maison était abandonnée. Toutefois, les enquêteurs ont reçu une lettre 2 jours avant la découverte du corps de Maurice Vien. Cette lettre a été déposée dans la boîte aux lettres du commissariat. La lettre apparemment était bourrée de fautes d'orthographe et était particulièrement structurée. D'ailleurs, ce qui a assez perturbé les enquêteurs, c'est que la demande de rançon était de 20 $. Un psychiatre étudiera cette lettre et dira que c'est quelqu'un de simplé qui l'a écrit. En effet, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe et d'incohérences dans les propos. Et la somme demandée était complètement dérisoire et la syntaxe qui a été utilisée pour la lettre était digne d'un enfant. Dans la lettre, le ravisseur dit que la rançon de 20 $ est pour donner aux associations spécialisées en psychiatrie. Ce qui laisse penser que le psychiatre se dit que la personne qui a écrit cette lettre est forcément passée dans un hôpital psychiatrique ou a un lien quelconque avec cet environnement. Suite à ça, sans surprise, les enquêteurs recherchent des suspects qui pourraient être reliés à un hôpital psychiatrique. D'ailleurs, pourquoi ils prennent au sérieux cette lettre, c'est qu'il y a des éléments que seul le ravisseur pouvait connaître, et qui prouvent d'ailleurs que Maurice Vien était bien en vie lors de l'écriture de cette lettre, parce qu'il dira « demande à son papa, P-O-P-A », c'est comme ça que le petit appelait son père, il ferme toujours la porte de sa chambre. Et dans la lettre, il mentionne un petit arc en bois pour tirer des petites flèches, et Emmanuel, ce jour-là, avait un arc en bois.
dans cette lettre de demande de rançon, c'est écrit expressément que il veut que ce soit la mère de Maurice qui vient remettre la rançon de $20. Mais les policiers n'ont jamais averti la mère de la demande de rançon. C'est eux qui se sont déplacés pour essayer d'apercevoir le potentiel suspect, le meurtrier, et pouvoir pourquoi pas l'interpeller directement. Ils pensaient pouvoir le faire parce qu'effectivement, au vu de la description du psychiatre, il paraissait mentalement diminué. Donc les policiers ne voient personne arriver et aucun suspect potentiel n'est arrêté à ce moment-là. Francine, la mère de Maurice, découvrira l'existence de cette lettre que plusieurs mois après. Autant vous dire que ça l'a mis dans une colère noire parce qu'elle se dit que si jamais elle avait été au courant et que si c'était elle qui s'était déplacée, peut-être qu'elle aurait pu voir le visage du tueur et pourquoi pas sauver son fils ou tout du moins faire avancer l'enquête plus rapidement et son fils peut-être qu'aujourd'hui serait toujours vivant. 2 semaines après la découverte du corps de Maurice, la police interroge 2 hommes, 2 potentiels suspects. Les 2 hommes ont 25 ans et 44 ans. Ils s'appellent Claude Quévillon et Marc Perron. Pourquoi ils sont les suspects principaux dans cette affaire ? C'est parce qu'ils ont fait plusieurs allers-retours en hôpital psychiatrique et ils ont tous les 2 un casier judiciaire. Claude Quévillon, dans son dossier, a été arrêté pour plusieurs agressions physiques, mais seul Marc Perron a un casier judiciaire pour violence et agression sexuelle sur enfants. Les 2 suspects sont arrêtés et interrogés par les policiers. Mais leur interrogatoire prend fin d'un coup. Ils reçoivent du juge d'instruction une ordonnance pour les réinterner en hôpital psychiatrique, ce qui fait que les enquêteurs n'ont jamais pu finir leur interrogatoire. Ça a mis en colère donc Georges Chénaud, qui était l'un des enquêteurs sur l'affaire. Donc le 1er novembre 1993, les 2 suspects sont relâchés. Il y a dans cette affaire un 3e suspect qui s'appelle Jean-Baptiste Duchesneau. Il habite dans le même quartier que les jeunes disparus en 1973. D'ailleurs, Jean-Baptiste Duchesneau a tué la petite Sylvie Tanguay, qui était alors âgée de 6 ans, dont la famille était très proche de celle de Duchesneau. Et lui aussi, comme les 2 autres potentiels suspects, a été interné après avoir violenté sexuellement et physiquement plusieurs jeunes enfants. Et là, cette fois-ci, il sera donc emprisonné pour le meurtre de la petite Sylvie Tanguay. Et ce qui redonnera un élan à l'affaire, c'est que le codétenu de Jean-Baptiste appellera les enquêteurs pour leur dire que Duchesneau lui a avoué les 3 meurtres des 3 jeunes garçons qui ont disparu. Maurice Vian, Sébastien Métivier et Wilton Lubin. Ces 3 jeunes garçons donc ont disparu au même moment et au même endroit. Jean-Baptiste Duchesneau avait accepté de passer au détecteur de mensonges, mais malheureusement il n'aura jamais lieu car il s'est suicidé la veille. On va revenir à un des suspects qui est Marc Perron. Donc il avait un agent de probation qui s'appelle Ghislain Fortin. Et Ghislain Fortin se trouvait devant la télé quand il y a eu les disparitions des enfants. En sachant que Marc Perron a été condamné 9 ans plus tôt parce qu'il avait agressé un enfant qui avait été retrouvé mort en 1975 dans la cour de l'école de Saint-Bernard. C'est le jeune Marc Baudouin qui a été retrouvé donc décédé dans sa cour de l'école suite à une attaque d'une violence inouïe. Il s'est pris 31 coups de couteau. Lorsque Marc Perron a fait cet acte, il n'avait que 16 ans. Suite à la condamnation pour le meurtre de Marc Baudouin, il sera tout de même interné dans l'hôpital psychiatrique Pinel. Et punaise, mais en fait, il sera relâché à l'âge de 19 ans parce que lorsqu'on est interné en psychiatrie, la sortie des personnes qui sont traitées là-bas est au beau vouloir du psychiatre et non de la loi. Donc ce qui fait qu'il ressortira à 19 ans. Marc Perron, malgré ses condamnations et le fait qu'il soit interné plusieurs fois en hôpital psychiatrie, ne s'arrête pas là. En 2015, il agressera une jeune fille avec un marteau. Cette jeune fille s'appelle Natacha Raymond. Et quelques mois après avoir agressé cette femme, Marc Perron décédera donc en 2015.
et personne n'aura été inculpé ni condamné pour le meurtre du jeune Maurice Vien. Par contre, il reste quand même un suspect, Jean-Baptiste Duchesneau. En sachant que Jean-Baptiste Duchesneau, au moment donc des disparitions des 3 jeunes hommes et donc du meurtre de Maurice Vien qui lui a été avéré, habitait pas loin du quartier où se trouvaient les maisons des jeunes garçons. Donc Jean-Baptiste Duchesneau, qui est interné en hôpital psychiatrique au moment des faits, a droit tout de même à 2-3 sorties par an pour aller visiter sa famille. J'ai pu regarder l'interview donc de la nièce de Duchesneau qui dira que son oncle n'était pas violent avec elle, n'était pas méchant. Toutefois, ce qui l'a un peu perturbée lorsqu'elle était enfant, c'est qu'en 1984, il a kidnappé un chien pour lui donner et lui faire plaisir. Ça lui a fait quand même quelque chose et elle s'est retrouvée dans un inconfort total et a demandé donc à son oncle Duchesneau de ramener le chien chez lui. Et Jean-Baptiste Duchesneau dira à sa nièce « À toi, je ne pourrai jamais te faire de mal ». Elle se rappelle aussi que sa mère disait que Duchesneau, lorsqu'il était adolescent, achetait énormément de bonbons pour les jeunes garçons du quartier. Ce qui rappelle un peu l'histoire de Maurice Vien où apparemment il aurait été entraîné dans la voiture avec des bonbons. Il y a une autre personne qui apparaît en fait dans cette histoire qui est un garçon qui s'appelle Daniel Le Pen. Donc c'est un jeune garçon qui tombe sur une coupure de journal et qui voit la tête de Jean-Baptiste Duchesneau en grand sur un des articles. À ce moment-là, son cœur s'arrête. Il connaît cette personne. Lorsqu'il avait 8 ans, il se baladait dans les rues de sa ville et à un moment donné, un jeune garçon donc l'aborde et lui offre des bonbons. En contrepartie, il doit simplement le suivre. Donc ce garçon qui est Jean-Baptiste Duchesneau l'emmène dans une maison. Il ferme la porte à clé derrière Daniel Le Pen et lui dit « On attend quelqu'un qui va venir te tuer et te violer ». Imaginez ce qui se passe dans la tête de Daniel à ce moment-là, il n'a que 8 ans. Daniel, à ce moment-là, se rendant compte que sa vie est en danger, il fera le meilleur move qu'un enfant de 8 ans puisse faire. Il sautera par la fenêtre du premier étage pour se sauver et courra à toute vitesse. Seulement, en arrivant chez lui, malheureusement, comme sa mère lui avait toujours interdit de suivre des inconnus, il ne racontera pas ce qu'il s'est passé et restera dans le mutisme sur cette histoire jusqu'à ce qu'il voie cette coupure de journal. Aujourd'hui, ce qu'espère la mère de Maurice Vien, c'est que des prélèvements ADN ont été faits sur les 3 potentiels suspects, dont 2 sont décédés, pour pouvoir faire un test ADN sur les prélèvements qui ont été faits sur le corps de Maurice Vien. Bon, il faut pas oublier qu'il y a 2 jeunes garçons qui sont disparus et dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo, qui ne sont nul autre que Sébastien Métivier et Wilton Lubin. Mais pour cette affaire, je vous laisse revenir la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et surtout, ne faites pas du stop et ne montez pas dans la voiture d'inconnus.